Voici le corrigé de l'exercice 28, page 255 de votre livre. Comment améliorer la performance d'un tir? On étudie la trajectoire du centre de masse G d'un boulet de canon dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen, auquel on associe le repère O, I, J, en sachant que l'origine des dates est choisie à l'instant t égale 0 où le boulet part du point O, c'est-à-dire le centre de notre repère. Les actions de l'air sur le boulet sont négligées. Ça veut dire que le boulet n'est soumis qu'à une seule force, son poids. Le vecteur vitesse initiale V0 est incliné d'un angle alpha, appelé angle de tir par rapport à l'horizontale. Première question, donc déterminer l'expression du vecteur accélération du centre de masse du boulet lors du mouvement. Donc, pour le système boulet, modélisé par son centre de masse G, on n'étudie pas finalement le mouvement du boulet entier qui peut tourner sur lui-même, etc., mais un point qui est son centre de masse. Dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen, car la durée du mouvement est faible, inférieure à quelques minutes, donc on peut le considérer comme galiléen. D'après le bilan des forces, la somme des forces, la somme des forces, c'est le poids. Il n'y a que le poids ici qui s'applique sur mon système, et donc le poids, vu qu'il est égal à mg, ma somme des forces est égale à m fois g. Car on néglige toutes les actions de l'air sur le boulet, c'est-à-dire poussée d'Archimède et force de frottement. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces, c'est la masse fois le vecteur accélération, donc c'est le poids fois la masse, fois, le poids sera égal à la masse fois le vecteur accélération. Le poids, je remplace par mg, c'est m fois g est égal à la masse fois le vecteur accélération. Donc le vecteur g est égal au vecteur accélération. Donc les coordonnées du vecteur g seront égales aux coordonnées du vecteur accélération. Ce sont les mêmes. Ensuite, question B, 1b, montrer que les équations horaires du mouvement s'expriment sous la forme x est égal à v0 cos alpha fois t, y est égal à etc. etc. Donc là, ça a été fait dans deux exercices, voire deux exercices dans un champ de pesanteur. Je vais aller très vite, n'hésitez pas à regarder les deux exercices précédents, le corrigé des exercices précédents qui sont l'exercice 18, le corrigé de l'exercice 18, et ainsi que le corrigé de l'exercice, il me semblait l'avoir fait, non, c'est fait que dans le 18 apparemment. Donc c'est fait dans le 18, donc regardez dans le 18, vous avez le détail. Donc, si je vais trop vite, j'irai peut-être un petit peu moins vite dans l'exercice 18. Donc les coordonnées du vecteur vitesse seront déterminées à partir des coordonnées du vecteur accélération, car je sais que le vecteur accélération est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Par rapport au temps, ça veut dire qu'on remplace x dans f de x par t, ça ferait f de t. Ma variable c'est t. Et donc, A, l'accélération v et OG, le vecteur position, sont des fonctions. Ça serait f, g, h, les fonctions f, g, h en mathématiques. Donc les coordonnées du vecteur accélération sont 0 ou moins g. Donc la dérivée du vecteur vitesse aura pour coordonnées 0 moins g. Et donc je vais faire la primitive, c'est-à-dire l'opération à l'inverse de la dérivée. Mais là, l'inverse de la dérivée, la primitive de la dérivée du vecteur vitesse, c'est le vecteur vitesse. Et la primitive de 0, c'est une constante. La primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante. Je vais utiliser les conditions initiales sur le vecteur vitesse pour déterminer les constantes du vecteur vitesse. Attention, vecteur vitesse ici, vecteur vitesse ici. Donc je sais que, je l'ai déjà détaillé, que vu qu'on a un vecteur vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale, les coordonnées de mon vecteur initial, vitesse initiale, seront V0 cos alpha et V0 sin alpha. C'est expliqué dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à regarder. Vous avez aussi un document à savoir qui parle de ça. Donc c'est tout pour le calcul, ou les calculs pour les vecteurs, sur les vecteurs, quelque chose comme ça. Vous avez un document à savoir qui vous explique ça. Donc, je vais simplement prendre cette expression-là, ces deux expressions-là, et me placer à t égale 0. Donc ça fait, ici, il n'y a pas de t dans la première, donc ça ne change rien. Dans la deuxième, je remplace t par 0, et j'obtiens C2. Ça veut dire que
vu que cette expression à t égale 0 sera égale au vecteur vitesse initiale, j'aurai, c'est ce que je dis ici, donc C1 sera égal à V0 cos alpha, l'abscisse de ce vecteur sera égale à l'abscisse de ce vecteur, et l'ordonnée de ce vecteur, C2, sera égale à l'ordonnée de ce vecteur V0 sin alpha. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Et donc le vecteur vitesse, donc je sais que C1 et C2 valent V0 sin alpha et V0 cos alpha, donc je les remplace dans l'expression ici, et j'obtiens le vecteur vitesse pour coordonnées V0 cos alpha moins gt plus V0 sin alpha. Ensuite, de même et encore plus vite, je fais exactement la même chose à partir pour obtenir les coordonnées du vecteur position à partir des coordonnées du vecteur vitesse. Je sais que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc je prends les coordonnées du vecteur vitesse que je viens de déterminer, je les mets là, et je fais la primitive pour obtenir les coordonnées du vecteur position. Donc la primitive de V0 cos alpha, c'est V0 cos alpha fois t plus une constante, que j'appelle C3, et la primitive de ça, c'est moins 1,5 fois g fois t au carré, plus V0 sin alpha fois t plus une autre constante, C4. Ensuite, pour déterminer C3 et C4, je pars des conditions initiales sur le vecteur position, parce que je travaille sur le vecteur position. Donc je connais les coordonnées du vecteur position, à l'origine c'est 0, 0. Et bien je vais aussi prendre les expressions que j'ai mis ici et remplacer t par 0 et égaler les deux vecteurs. Donc je vais remplacer dans ces deux expressions t par 0, donc ça fait C3 et C4. Donc ça veut dire que C3 sera égal à 0 et C4 va égal à 0, parce que C3 qui est l'abscisse de ce vecteur at égale de OG at égale 0 sera égal à l'abscisse de OG0, 0. Et l'ordonnée de OG at égale 0 sera égale à l'ordonnée de OG0, 0. Donc C4 vaut 0. Donc c'est ce que je vous ai mis là. On remplace C3 et C4 dans l'expression ci-dessus par 0 et 0. Et j'obtiens les coordonnées du vecteur position et les équations horaires qui sont x en fonction du temps, y en fonction du temps, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur position, l'ordonnée du vecteur position, qui sont V0 cos alpha fois t, moins demi fois g fois t au carré, plus V0 sin alpha fois t. Donc voilà pour cette partie-là, faite un petit peu rapidement. Ensuite, si vous, dans ce type d'exercice, vous avez vu que si vous n'arrivez pas à retrouver ces expressions, on vous les donne pour pouvoir poursuivre. Établir l'équation de la trajectoire du boulet. Donc, on a x en fonction du temps, ce sont les équations horaires. X en fonction du temps et y en fonction du temps. Et l'équation de la trajectoire, c'est avoir y en fonction de x. C'est-à-dire, il faut virer le temps dans l'expression de y, qui est ici, et le remplacer par une expression en faisant apparaître x. Donc, comment je fais? Je me sers de l'équation du haut pour faire t égale, pour exprimer t en fonction de x. Donc c'est ce que j'ai fait ici. X en fonction du temps, c'est V0 cos alpha fois t, donc t sera égal à x sur V0 cos alpha. Et je remplace dans cette expression t par x sur V0 cos alpha à chaque fois. Donc j'obtiens 1 de y en fonction de x, parce que le temps a disparu, donc c'est plus en fonction du temps, mais en fonction de x, parce que je n'aurai comme variable ici x et plus le temps. Ça fera moins demi de g fois, au lieu de t au carré, j'ai x sur v0 cos alpha au carré, parce que t est égal à x sur v0 cos alpha, plus v0 sin alpha fois, au lieu de t, j'ai x sur v0 cos alpha. Donc en simplifiant un peu, la première partie, je n'ai pas modifié. La deuxième, j'ai v0 divisé par v0, ça fait 1. Sin alpha divisé par cos alpha, ça fait tangente alpha. Donc, voilà l'équation de ma trajectoire qui est y en fonction de x. Et on part des équations horaires pour obtenir cette équation de la trajectoire. Ensuite, question suivante. Quelle est l'expression de l'abscisse d du boulet, encore appelée portée, lorsqu'il repasse par la même altitude qu'à l'instant initial? Donc, le but, ça va être de repasser à la même altitude que l'instant initial. C'est-à-dire pas tout à fait quand il touche le sol. Donc on va être en altitude, même pas 1 mètre près. Mais bon. Voilà le but, donc c'est avoir des... mais pour notre repère,
c'est repasser par un y qui est égal à 0. Parce que la position initiale de mon boulet, c'est-à-dire dans le canon, c'est x égale 0, y égale 0. Donc je vais trouver x maximal pour lequel y est égal à 0. Voilà la question qui m'est posée. Donc ici c'est assez simple, vu que on a établi l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Et là je veux x, une valeur de x, quand y égale 0. Donc je n'ai qu'à remplacer y par 0. La portée correspond à la distance séparant le système de son point initial lorsqu'il repasse par son altitude initiale. Dans ce cas, y égale 0 mètres, ce n'est pas le niveau du sol, c'est le niveau initial, l'altitude initiale de la ville. Et d sera égal à x. Donc en remplaçant dans l'équation de la trajectoire, on obtient, donc je remplace, oui, la portée a été appelée d et plus x ou x max ou x portée, on nous dit que de l'appeler d, donc je remplace x par d, donc le x qui est ici est remplacé par d, et le y est remplacé par 0. Voilà l'expression, je ne vais pas plus loin, c'est juste du remplacement. Ensuite, question 2. Pour améliorer la performance de son tir, un artilleur décide d'étudier l'influence de la valeur V0 de la vitesse initiale du lancer et de l'angle de tir alpha. Ces résultats sont schématisés ci-dessous. Donc ce sont les résultats qui sont ici. Donc on a pour un angle défini 3 vitesses de lancer. Sans trop de suspense, on voit que plus la vitesse initiale de boulet est grande, plus l'objet va loin, c'est-à-dire plus d, la portée est importante. Et par contre là, pour les angles, c'est pour une seule et même vitesse. On a 3 angles différents, 3 angles de tir différents. Et du coup, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément en augmentant alpha qu'on va systématiquement plus loin. Parce que quand alpha égale à 50 degrés, on va moins loin que pour alpha égale à 45 degrés. Donc petit a, à partir des figures proposées, indiquer comment évolue la portée du tir en fonction des paramètres testés. Donc, hop, on va redescendre, c'est ici. Donc, question 2 petit a, d, la portée augmente quand V0 augmente. Donc là, c'est ce que l'on voit sur les schémas, et d est maximal pour un angle ici de 45 degrés, c'est ce que l'on a vu sur le schéma. Ensuite, on pourrait prendre cette expression et de se dire, mais qu'est-ce qui va influencer D et donc il faudrait avoir les solutions, c'est une équation du second degré, avoir les solutions de l'équation et voir dans les solutions de l'équation quels sont les paramètres qu'il faut augmenter ou diminuer pour faire augmenter D. Et on verra que il faut avoir un V0 de plus il est grand, plus on sera grand. Par contre, l'angle, lui, c'est le maximum sera pour un angle de 45 degrés, systématiquement. C'est cette valeur qui permettrait d'avoir la portée la plus grande. Ensuite, dernière question. Dans quelles conditions, parmi celles testées, l'artilleur obtient-il la plus grande portée? Donc là, il y a un piège ici, parce que dans les vitesses testées, il y a 100 mètres par seconde, 120 mètres par seconde, 140 mètres par seconde. Mais par contre ici, il y a une vitesse plus importante, 175 mètres par seconde. Donc finalement, vu que le meilleur angle c'est 45 degrés, et quelle que soit la vitesse, et on sait que plus la vitesse est grande, plus la portée est grande, donc le meilleur tir sera pour une vitesse V0 initiale de 175 mètres par seconde et pour un alpha de 45 degrés. C'est ce que je vous dis ici. Les meilleures conditions pour la plus grande portée sont V0 175 mètres par seconde et alpha de 45 degrés.